Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera la dernière de notre chapitre fondamental, enfin dernière. Ça sera peut-être l'avant-dernière plutôt, l'avant-dernière de notre chapitre analyse fondamentale. Donc sur cette vidéo-là, on va aborder la partie microéconomie et la partie géopolitique, ni plus ni moins. Donc, commençons tout de suite sur la partie microéconomique. Donc, on avait pu voir jusqu'à présent la partie macroéconomique qui s'orientait du coup principalement autour d'un pays, une politique monétaire autour d'une monnaie. Et là, la microéconomie, c'est vraiment vis-à-vis des entreprises. Alors, vis-à-vis des entreprises, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui est important de savoir? Dans un premier temps, il faut savoir que les entreprises publient les résultats de manière trimestrielle. Trimestrielle, donc une fois tous les 3 mois. Par exemple, là, on va voir, il me semble que Google, là où je tourne, ça doit être dans une dizaine de jours, si je dis pas de bêtises. Dans 8 jours, voilà, c'est ça, dans 8 jours. Google publie dans 8 jours. Donc, tous les 15 jours, on va avoir les entreprises qui vont publier leur compte de résultats. Et ensuite, il y a une fois par an le résultat annuel. Voilà, des entreprises. Concernant les microéconomies, on va se concentrer déjà sur les chiffres en eux-mêmes, pas les chiffres précis de ces fameuses entreprises. Qu'est-ce qui est important de regarder sur quoi il faut porter notre attention sur tout ce qui est microéconomie. Dans un premier temps, je vais pas vous le cacher, ça va être le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, effectivement, on va surveiller l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, je vais vous le mettre sur les graphiques, on va les lister ensemble. C'est les éléments qui sont importants à savoir. Hop, premier, on a dit chiffre d'affaires. Voilà, le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires. Donc tout simplement, c'est le nombre de ventes effectuées multiplié par la quantité, par le prix, pardon, la quantité de produits multipliée par le prix. Donc on va regarder si effectivement le chiffre d'affaires tend à croître. Et quand on compare toutes les statistiques que je vais vous donner jusqu'à présent, on surveille, au-delà de la statistique, on va surveiller surtout son évolution. Son évolution, c'est-à-dire son évolution, imaginons que Google fasse premier trimestre plus 10% de chiffre d'affaires, deuxième trimestre plus 11% de chiffre d'affaires, troisième trimestre plus 12% de chiffre d'affaires, dernier trimestre 13% du chiffre d'affaires. Imaginons sur un trimestre suivant, si on a le Google qui maintient sa croissance à plus 13% de chiffre d'affaires, donc sur le entre guillemets le quatrième trimestre, le trimestre suivant, ça sera pas bon. Hein, je vais vous le mettre je vais vous le refaire devant les yeux. Q1, donc trimestre numéro 1, plus 10%. Ensuite, on va avoir Q2 plus 11% de chiffre d'affaires. Hop, Q3 plus 12% de chiffre d'affaires. Voilà. Et par exemple, imaginons que le Q4, on est toujours à plus 12% de chiffre d'affaires. Bon, c'est énorme les chiffres que j'ai donnés. Si on a si on a une augmentation du chiffre d'affaires de 10% par trimestre, ça serait extraordinaire. Non, ça sera peut-être pas comme ça. En réalité, là, c'est un exemple. Donc, ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est effectivement si le chiffre d'affaires tend à croître
d'un trimestre à un autre, du trimestre vis-à-vis du trimestre précédent. Donc on regarde un peu l'historique de ces fameux trimestres. Et surtout, on va comparer la courbe de progression. On voit bien qu'on passe de 10 à 11, de 11 à 12. Et là, on a vraiment une progression qui est toujours importante, hein. On a toujours plus 12% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre. C'est déjà très très bien. Mais on casse la dynamique. On casse la dynamique de... on casse la dynamique de... alors ça, par contre, je vais tout y enlever. Mince. Paf. Tac, tac, parfait. On casse la dynamique. Hein, on voit, on a plus 1% d'un trimestre à un autre. Plus 1% d'un autre trimestre à un autre. Et là, on a plus 0%. Là, on a plus 0%. Vous voyez l'évolution, malgré qu'on a quand même fait plus 12% de chiffre d'affaires. C'est très bien, mais la dynamique est cassée. Et sur les marchés financiers, on a tendance à acheter une courbe de progression plutôt qu'autre chose. On a vraiment tendance à acheter une courbe de progression avant tout. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à acheter une courbe de progression? Parce que l'objectif, c'est d'anticiper les futurs résultats des entreprises. Pour ça, notamment, par exemple, l'indice boursier S&P 500, reprenons l'exemple du marché américain, il a tendance à anticiper 20, 30 fois les bénéfices. Quand on dit anticiper 20 fois, 30 fois les bénéfices, c'est d'anticiper l'évolution sur les 20 et 30 prochaines années des bénéfices des entreprises. Donc autrement dit, le S&P 500 à sa capitalisation actuelle, à sa cotation actuelle, à son prix actuel, c'est comme s'il avait déjà anticipé l'augmentation des bénéfices de toutes ces boîtes, enfin de toutes les entreprises du coup qui composent le S&P 500 sur les 20 à 30 prochaines années. Vous voyez, donc c'est un marché qui est vraiment qui est vraiment gonflable, on va pas dire cher, mais qui est beaucoup anticipé, beaucoup anticipé. Donc ce qui veut dire que dans l'anticipation, au-delà, indépendamment des résultats, on va surtout se concentrer dans la courbe de progression. Oui, plus 10%, plus 11%, plus 12%. Et donc, naturellement, on anticipe plus 13% le quatrième trimestre. Et puis, l'année suivante, on anticipe plus 13%, plus 14%, plus 15, et ainsi de suite. Au-delà d'avoir un chiffre d'affaires en expansion, en croissance de X% à chaque trimestre, c'est d'avoir aussi cette courbe de progression, donc cette évolution d'un mois à un autre qui s'accentue, qui se maintienne et qui s'accentue au-delà de cela. Parce que en soi, une entreprise qui, on va reprendre le même cas de figure, paf, on va refaire un cas de figure différent. Q1 plus 10%, oui, 10%. Q2 plus 10%. Q3 plus 10%. Q4 plus 10%. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Là, pour le coup, oui, on a une entreprise qui grossit à peu près, qui augmente son chiffre d'affaires de 10% par trimestre. C'est très très bien, mais dans ce cas-là, tout est déjà pricé, tout était déjà anticipé. Lorsqu'on va sortir lorsqu'on va sortir le quatrième trimestre, ici,
lorsque le quatrième trimestre va sortir et qu'on ressort toujours à 10%, qu'est-ce que va faire le prix? Qu'est-ce que va faire le prix? Eh ben, le prix, il va globalement faire du surplace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à anticiper. De toute façon, ça fera 10% indéfiniment. 10%, 10%, 10%. On pourra peut-être avoir à long terme une progression des cours qui augmenteront inexorablement, mais globalement, le marché va être très mou, va être très lent, en fait, actuel du marché, il aura le prix de l'action actuelle, il aura déjà anticipé 20, 30 ans de bénéfices à 10% tous les trimestres. Donc, quand on a anticipé entre 20 et 30 années de bénéfices sur des résultats qui restent inchangés et qui sont bel et bien inchangés, eh ben, on a déjà un prix de l'action préalablement ajusté pour des résultats qui tomberont dans 10 ans à 10%. Donc le marché si on sort 10% tous les mois, enfin tous les trimestres, il n'y a aucune surprise économique, voilà, il y a rien de particulier. Le cours de l'action va ne pas bouger pendant 10 ans, pendant 20 ans. Les cours ne bougeront pas. On va avoir un range en surplace pendant des décennies. Alors que le chiffre d'affaires prend 10% par trimestre. Parce qu'on a déjà anticipé cette hausse de 10% par trimestre, vu que ça fait depuis toujours qu'on le fait, et on le fera toujours dans 10 ans. Donc naturellement, on achète le prix futur, la croissance future, et la croissance, elle est stable, et donc les cours seront stables. On pourra avoir une légère hausse, comme je disais, au fur et à mesure du temps. Et bah naturellement on arrivera à avoir une hausse du cours de l'action, mais elle restera très raisonnable. Elle sera en dents de scie, de manière raisonnée et raisonnable. Voilà. À l'inverse, si effectivement on a on reprend ce cas de figure là, on a pour le coup un Q4 12%, pardon, plus 13%. Ça n'a rien à voir. Là, ça fait plutôt une courbe type. Ça fait une courbe type exponentielle. Hein? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et chaque année, on anticipera de plus en plus de croissance de bénéfices, de chiffre d'affaires au fur et à mesure des années. Donc, l'année, le Q5, entre guillemets, il n'y a pas de cinquième trimestre, mais sur l'année d'après, eh ben, on va vraiment anticiper, vraiment, hein, qu'on retrouve ces cours ici. Paf. Paf. Voilà. Q1. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Là, pour le coup, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Hop, j'ai pas fait une courbe pas fait une belle courbe exponentielle. Donc là, les courbes, tout de suite, les cours des actions risquent de prendre en valeur parce que en fait, on anticipe une croissance exponentielle. Donc à partir de là,
le cours de l'action, quand on va essayer d'anticiper 20-30 fois les bénéfices, eh ben, on n'anticipera pas, on va pas anticiper 200%, j'exagère, enfin je dis n'importe quoi, 200% des bénéfices sur 10 ans, on va anticiper 2000% des bénéfices sur 10 ans. C'est exponentiel. Donc forcément, là, le cours de l'action, il est peut-être sous-évalué vis-à-vis de cette croissance future exponentielle. On price on aura tendance, le marché aura du coup plutôt tendance à acheter non pas le résultat le résultat en lui-même, le chiffre d'affaires, le résultat en lui-même. Il aura plutôt tendance à acheter ça. Il aura tendance à acheter ça. Hein, et on reprend un même exemple. Imaginons qu'on a notamment pour la partie ne serait-ce que Nvidia, Q1 plus 10%, Q2 plus 20%, Q3 plus 40%. Donc là, vous voyez, c'est gargantuesque. C'est énorme. Là, on achète ça. Le pourcentage, la croissance, la possibilité d'évolution. Pour ça que notamment Nvidia en soi, reprenons l'exemple de Nvidia, ne délivre pas énormément en termes de bénéfices par action. Et c'est une boîte qui est entre guillemets en plein développement. Et bah, on a tendance à acheter ça. Pour ça que des fois le résultat de la boîte il passe en Q4 plus 70%. Enfin même c'est même pas ça, c'est même c'est je me suis même trompé, c'est x2. Donc c'est hop. Ouais, c'est ça, ouais, c'est x2. Paf paf paf. Et donc on passe de 10. Voilà. Paf. On passe de 10 à 20, de 20 à 40, et de 40 à 70. Sauf que l'écart entre 40 et 70, il est moins important que 20 et 40, ou de 10 à 20. Là, on multiplie par 2 la croissance par trimestre. Hein, tout simplement. Là, on aurait dû passer de 40 à 80 si on achète justement cette courbe de progression, cette croissance. Bah, ça veut dire que ici, là, on va être beaucoup, beaucoup moins. Ok. Donc là, ça sera plutôt sur une évolution qui sera de hop euh, plus 30 30%. Voilà. Mais 30%, c'est pas un x2. Donc là, le cours, il n'a pas fait x2. On casse cette dynamique. On casse cette dynamique. Hein, on casse cette dynamique.
Parce que du coup, forcément, là, on va non pas acheter quand on va vouloir anticiper 10 ans, 20 ans, 30 ans les bénéfices, on ne va pas acheter quelque chose exponentiel, hein, forcément. La différence, c'est que quand on anticipe à 20 ans, 30 ans quelque chose d'exponentiel, si tout d'un coup, en cours de route, ça ne devient plus exponentiel, vous imaginez le prix, à quel point il devient surévalué d'une minute à l'autre. Il faut réajuster ce pricing, il faut réajuster cette évaluation de prix. On n'anticipe plus des résultats aussi importants que lorsque c'était exponentiel. Là maintenant, ça ne l'est pas, ça ne l'est plus. Donc c'est toujours bien, c'est toujours très bien. Mais dans ce cas-là, il va falloir réajuster considérablement les anticipations de bénéfices, donc le cours de l'action. Et on reprendra notre hausse, bien sûr. Mais entre-temps, il sera passé beaucoup de temps. Donc c'est ça que je veux mettre l'accent, c'est que je vais vous donner une liste de statistiques, notamment là j'ai donné le chiffre d'affaires, mais en fait c'est à peu près le cas ça fonctionne à peu près sur tout, chiffre d'affaires, bénéfices, bénéfices par action, résultats d'exploitation, amortissement, consommation intermédiaire, voilà, tout simplement, toutes ces notions-là qu'on va voir. Et au lieu de les comparer, d'un trimestre à un autre, le chiffre d'affaires d'un trimestre à un autre, on va comparer surtout ça. Ça et ça. On compare pas ça et ça. Non. On compare ça. D'accord? Donc on peut avoir très bien un chiffre d'affaires entre guillemets qui est qui est entre guillemets plus faible, un chiffre d'affaires qui est plus faible, mais si la croissance des bénéfices, elle, sa courbe a été maintenue, bah ouais, bah très bien, très bien. Ou alors, à l'inverse, le chiffre d'affaires dans sa courbe de croissance a été maintenu, mais les résultats sont plus faibles parce qu'on a dû faire des investissements à droite à gauche, etc. Pas grave, chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce que la rentabilité, à la limite, elle est moindre? Parce qu'on fait des investissements. Ok, bon, bah ça va. C'est pour aucun souci. Voilà. On va mettre en perspective tout ça. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc ça, j'espère que c'est relativement bien compris. Hop, Nvidia, il est où? Boom. Ah oui, bah il est où? Ah oui, bah putain, il est... ouais. Waouh, waouh, il est énorme. Ah ouais, wow, ah ouais, oui. IBM, ah oui. J'étais en train de regarder un peu le cours des actions. Ah oui. IBM aussi, pareil, là. Ah oui, c'est impressionnant. Ah, lui, il a du mal à s'en relever, IBM. Hein. IonQ. Broadcom, TSML, SML. Ok, ok. Non, mais je regardais, excusez-moi, par curiosité, là, en parallèle, vu que ça faisait quelques temps. J'ai pas euh, revu mes petites actions. Euh, donc, oui, les indicateurs. Les indicateurs. Donc, le premier, chiffre d'affaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi à regarder, c'est tout ce qui est consommation intermédiaire. Tout ce qui est valeur ajoutée. Charge de personnel. Hein,
Chiffre d'affaires, bah, excusez-moi, j'ai vrai que j'ai pas bien détaillé. Chiffre d'affaires, bon, bah, c'est tout simplement le chiffre réalisé suite à un certain nombre de ventes, une quantité de ventes par le prix. Voilà. Consommation intermédiaire, c'est tout ce qui est achat de matières premières et fournitures. Voilà. Tout ce qui est valeur ajoutée, bah, c'est la richesse, entre guillemets, réelle créée par l'entreprise. Voilà. On va retrouver également les charges de personnel, bon, tout ce qui est salaire et cotisation sociale, par exemple. On retrouvera exactement le EB, EBE. EBE, c'est tout ce qui est excédent et excédent brut d'exploitation. Hein, donc ça, c'est le flux de trésorerie généré par l'activité pure. Ok. On va regarder également tout ce qui est amortissement. Amortissement et provision. Donc amortissement et provision, c'est tout ce qui est usure, par exemple usure des machines, usure des machines, voilà. Et risque calculé, donc bah, l'amortissement. Ensuite, on va avoir le résultat d'exploitation. Résultat d'exploitation, donc c'est ni plus ni moins la performance économique avant impôt. Voilà. Avant que les impôts passent par là. Résultat financier, je vais dire d'exploitation, mais non, résultat financier et exceptionnel. Exceptionnel. Donc là, c'est tout ce qui est intérêt d'emprunt. Donc combien est-ce que on dépense pour le remboursement des crédits, des dettes, combien est-ce qu'on dépense pour les amendes, ou alors dans la vente des actifs, si on vend des actifs, les rentrées d'argent vis-à-vis de ça, si on vend des actions, par exemple. Et ensuite, résultat net. Résultat net. Donc là, c'est les bénéfices, ni plus ni moins. Ouais, ça fait quelques statistiques importantes. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver un peu de partout, hein, au niveau des sites internet. Il y a Zone Bourse que moi j'aime bien. Zone Bourse qui est intéressant. Zone Bourse. Voilà, qui est assez intéressant. Par exemple, NVDA. NVDA. Nvidia. Hop. Voilà. Finance. Compte de résultat. Boom. Voilà. Hein, vous voyez là, on a vraiment les trois statistiques, les trois statistiques clés: chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, résultat net. Voilà. On a vraiment on retrouve les autres, hein, ici, hein, que je vous ai cités, les impôts. Euh, donc, ce qui va surtout nous aiguiller, ça va être vraiment vous voyez, cette courbe de progression. Quand on voit, on dit, mais Nvidia, ça monte. Moi, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter au prix actuel, au prix historique? Voilà, 2022, 27 milliards. En 2023, 26, 27 milliards également. Vous voyez, la courbe de progression est très faible entre 2022 et 2023. Elle est très très faible. Elle est très très faible entre 2022 et 2023. On doit avoir quelque chose qui est ridicule. C'est ridicule. Entre 2022 et 2023, c'est une vaste mascarade. Donc on voit bien 2022, 2022, 2023. Voilà, paf. 2022, tac, tac, tac. Voilà, 2022-2023. Voilà. Un peu la tête de Nvidia entre 2022 et
de 2023, janvier 2022 à décembre 2023. Voilà un peu la tête du cours de l'action. Voilà, c'est pas exceptionnel, alors que le chiffre d'affaires est en augmentation. On a tout ce qui est résultat d'exploitation, bon, un peu en diminution d'ailleurs, étonnant. Résultat net, bon, qui était en diminution aussi. Là, pour le coup, on avait quelque chose qui était, vous voyez, stagnant, voire même un peu à la baisse. On n'avait pas des choses, c'était pas extraordinaire, hein. Le prix de l'action, il est resté, bah, il a quand même pas mal monté, hein. Il est quand même un peu, il a quand même pris pas mal en performance. Mais c'est resté très limité, hein, parce que la courbe de progression est très limitée. À l'inverse, euh, cette courbe de progression de 2023 à 2024, voilà, x2 du chiffre d'affaires, x2 même pas un x2 là, c'est un c'est un fois 1000, j'exagère. Résultat, on est passé de 4 milliards à 29 milliards. Enfin, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est plus que doublé là, c'est plus que doublé. Euh, ah oui, forcément, le cours de l'action, bah, décembre 2025, voilà, paf, cours de l'action, voilà un peu sa tête. Euh, C'était par là, ouais, c'était par là. Voilà, voilà, tout de suite, oui, bah voilà. Là, tout de suite, on change on change de cadre là. On change de cadre. Mais ça peut continuer comme ça encore longtemps, encore très longtemps, parce qu'on passe de 2024 à 2025 de 60 à 130. On multiplie encore par deux. Hein, on conserve cette courbe de progression. On la conserve. Et on continue. Et on continue dans la même dynamique. On continue. Hein, on conserve cette courbe de progression. 2026, 130 à 216. On conserve, vous voyez, la courbe de progression continue d'augmenter. Et voilà, à l'heure où je parle, Nvidia est à 200 dollars. Et ça ne s'arrête pas. Ça continue, ça continue, ça continue. Là, on anticipe 20 fois, 30 fois les bénéfices sur quelque chose qui est exponentiel, sur quelque chose qui est vraiment exponentiel. Donc, il y a la place, il y a la place pour aller encore aller très haut, très fort, très loin. Les résultats sont là. Euh, les résultats nets, on passe de 2022 à 10 milliards, au plus bas c'était 2023 4 milliards, et on se retrouve en 2026 avec 120 milliards. Euh, voilà, c'est un petit montant, c'est un petit billet. Donc on voit bien cette courbe vous voyez, sur les graphiques, on les voit bien. Paf, cette montée en puissance. On va vraiment regarder un peu ces écarts-là. C'est exactement ça qu'on recherche dans un compte de résultat. Avec toutes les données que je vous ai données, l'objectif c'est ça qu'on regarde, c'est la montée en puissance. C'est pas tant le chiffre d'affaires en lui-même. Voilà, c'est pas tant le chiffre d'affaires en lui-même, c'est vraiment cette partie montée en puissance. Tac, tac, tac. Intérêt payé. Pa, pa, pa. Résultat brut. Toc, toc. Tu vois, le dépense R&D, notamment, là, il y avait eu un gros trou. On avait fait un chiffre d'affaires équivalent. Résultat brut, on avait baissé un petit peu. Coût des marchandises, on avait une augmentation un peu des coûts des marchandises. Résultat brut, on avait eu une petite perte de vitesse au niveau du résultat. Ok. Recherche et développement, on a augmenté de 50% la recherche et développement. Autres dépenses de fonctionnement, ouais, ils ont sur cette période-là, intérêt perçu. Ok, tac, tac, tac. Euh, ouais, ils avaient fait massivement cette année beaucoup de recherches, recherche d'impôts. Ils avaient fait beaucoup de recherche et de développement, hein. Ouais. Ils avaient fait, ils avaient fait beaucoup de recherche et de développement, c'était en 2023.
Des dépenses de recherche et développement, ouais. Euh, la charge locative. Amortissement. Non. 8. Rémunération à base d'action. Rémunération à base d'action, ok. Bon. Ouais, c'était beaucoup d'investissements cette année. Ok. Euh, donc voilà un petit peu l'objectif quand on regarde comme Netflix par exemple. Netflix, ils avaient pris une grosse tape sur la tête. Hein, ils avaient presque de mémoire, ils s'étaient perdu 40% de mémoire. Du plus à son plus bas, c'était, ouais, c'est ça, 44%, 45%. Il avait, à 5% près, il avait perdu la moitié de sa valeur. Pourquoi? Alors que c'est une boîte qui tourne bien, hein. C'est une boîte qui tourne bien, mais c'est l'annuel. Alors c'est où? Annuel. Euh, Tac, tac, tac. Annuel. C'était où? C'était Netflix. Les prévisions, il me semble que c'était les prévisions. Ils avaient prévu d'acheter en courant 2025. Ouais, c'était là, ouais. Marge nette. La marge nette, revenu net. Oui, on avait une petite baisse des revenus nets, parce qu'ils faisaient des investissements massifs, notamment, c'est passé un peu à la télé, dans tout ce qui est rachat de studios, etc. Donc là, ils avaient fait massivement ils avaient balancé des très très gros investissements dans le rachat de certains studios, bah, du coup, où ils ont suspendu un peu tout ce qui est reversement des dividendes, bénéfices par action, etc. Et qui avait du coup pas mal pénalisé le titre. Parce que bah, sur cette période-là, c'est pas que on a mis en pause, voilà, on a mis en pause la croissance. On a mis en pause, oui, ok, on va continuer dans cette même dynamique, mais cette année 2025, 2026, surtout 2025, c'est de l'investissement. Et on reprendra derrière. Donc ça a pas mal cassé la dynamique, et bah forcément le titre a été pénalisé alors que la boîte est toujours, elle est toujours en excellente santé. Elle a perdu 44% de sa valeur. 44% pour une boîte qui va très bien. Très très bien. Enfin très bien, tout est relatif, mais qui justifie pas de perdre la moitié de sa valeur. Donc c'est ça qu'on va tendance à regarder, notamment surtout dans les entreprises comme Apple. Alors Apple, hein, les 7 magnifiques, on a tendance à appeler. Il faut savoir que sur les indices boursiers sont composés à majorité secteurs technologiques, pardon, et financiers. Ça, c'est quelque chose que on va aborder notamment sur la partie quand est-ce que je vais vous l'aborder ça? C'est tout ce qui est sectoriel. Tout ce qui est sectoriel. Bah, tout ce qui est sectoriel, oui, on va, de toute façon, ça, je pense qu'on va en profiter pour le faire la vidéo. Est-ce que je vous le fais pendant cette vidéo-là? Je vais regarder mon petit planning. Est-ce que je vous le fais ici ou est-ce que je vous le fais juste après? Tout ce qui est analyse sectorielle. Oui, ça on va pouvoir le faire tout de suite, ouais. Bon, c'est pas un souci. Bon, très bien. Donc pour tout ce qui est Apple, il y a 7 grosses capitalisations boursières mondiales qui vraiment sortent du lot. On va avoir dans un premier temps chez Apple une capitalisation boursière qui est proche des 4000 milliards. D'accord? Donc c'est un montant qui est considérable. Considérable. Il me semble que c'est un peu moins, je crois que c'est 3800 milliards de mémoire. Je crois que c'est trop. Non, je crois que c'est 4000 milliards. Ou même un peu plus, je crois que c'est 4,4 milliards. Bon, c'est quelques. Bon, on n'est plus à quelques centaines de milliards près.
On va avoir Apple, Microsoft. Apple, Microsoft, donc là je mets les tickers, hein. Je mets les tickers, les symboles. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Google. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque le petit dernier. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google. Et le dernier, je l'ai oublié. J'ai perdu le dernier. Meta. Merci. Meta. Meta. Donc là, il y en a 7. Ces 7 entreprises, c'est des entreprises qui sont juste ultra importantes, qui sont primordiales, qui sont au-delà d'être primordiales, qui sont cruciales, qui sont vitales pour au-delà des marchés financiers, pour l'économie mondiale. Hein. Donc, il faut vous dire que toutes ces boîtes-là représentent à peu près individuellement entre 3 et 4 000 milliards de dollars chacune. On peut monter. Ça change tous les jours. Donc, chaque Apple, des fois, son plus haut, il était monté à 4 500 milliards. Mais enfin, c'est des sommes qui sont juste, qui n'ont plus de sens. Hein. Tout ça, tout simplement. Et donc, ces entreprises-là, ces géants-là, qui ont une part qui est tellement importante, les 7 entreprises que je viens de vous citer, en fait, elles représentent dans l'indice de référence du S&P 500, des 7 magnifiques, faut vous dire, c'est à peu près 33% de l'indice boursier américain. 33% de l'indice boursier américain bouge directement par ces 7 grosses entreprises. Voilà. Donc c'est juste complètement démesuré. Autant dire que eux, quand ils toussent, le marché américain tousse, et quand les marchés américains toussent, les marchés internationaux toussent aussi. Tout le monde tousse. Eux ils toussent, on tousse. Tout le monde tousse. Voilà. Euh, il faut donc ça c'est quelque chose que vous pouvez noter. C'est pour ça que on les regardera beaucoup de notre côté. 33% dans le calcul de l'indice S&P 500. C'est juste c'est juste stratosphérique en termes de proportion. Donc ce qui veut dire que quand l'une de ces entreprises-là, effectivement, se porte mal, peu importe la macroéconomie, peu importe la politique monétaire, peu importe la géopolitique, s'il y en a un des 7 qui tousse, on tousse. Point. Donc, ça concerne des nouvelles les concernant, c'est-à-dire des grèves, peut-être des problèmes d'approvisionnement, ça peut être des investissements peut-être un petit peu trop surdimensionnés sur certains secteurs, comme par exemple l'intelligence artificielle. Voilà, différentes annonces qui leur est liée, qui sont importantes à prendre en compte. Quand on parle, quand il y a des annonces qui concernent Apple, on passe pas à côté en se disant bon bah c'est Apple, j'ai pas d'action Apple, je m'en moque. Non, c'est Apple. Donc si c'est le problème d'Apple, c'est notre problème aussi. Donc ça c'est important vis-à-vis de la microéconomie. Il y a des journées, on aura des journées horribles d'un point de vue statistique macroéconomique, on aura des journées horribles, et pour autant, va y avoir Nvidia qui va dire eh ben finalement on va sortir une nouvelle on va sortir une nouvelle puce Blackwell X
XV2 qui a 50% de calcul, de vitesse de calcul supplémentaire. Voilà, tac. Bah là aujourd'hui, quand t'as l'une des 7 boîtes qui te sort un nouveau produit, l'une de ces 7 boîtes qui te sort un nouveau produit, ah bah là, si jamais le PIB il a pas été bon, on s'en moque, hein. Bon, le PIB américain, la croissance américaine est mauvaise, mais Nvidia a sorti sa nouvelle puce, donc tout va bien. Tout va bien. Si Nvidia va bien, dans ce cas-là, le monde va bien. L'économie américaine va bien. J'exagère, hein, mais c'est vraiment ça, hein, c'est pas une bêtise, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein. C'est une vérité, hein. Quand au contraire, quand on a nos comptes de résultats qui sont publiés du coup tous les 3 mois, une fois par trimestre, et ben toutes ces entreprises là publient l'une après l'autre. Généralement, bon, c'est des grosses boîtes, hein, donc euh, c'est très rare qu'il y ait des surprises, hein, vraiment dans un sens ou dans l'autre. Ça reste des gros paquebots. Donc autant dire que pour faire une surprise dans un sens ou une surprise dans l'autre, voilà, faut y aller quoi. Faut vraiment que le paquebot voilà, il soit vigoureux quoi. Donc bon, ces périodes de résultats, c'est pas non plus la période où effectivement le marché peut vraiment exploser à la hausse ou exploser à la baisse, même si ça peut, hein, ça peut. Mais pour ces périodes de résultats, c'est pas forcément tout est déjà ficelé, tout est déjà prévu, tout est déjà à moins qu'il y ait une grande surprise économique, qui est peu probable, le marché reste globalement relativement stable. Par contre, pendant ces périodes de résultats, le marché fait très attention parce que même si effectivement les dérapages, il y en a sont contrôlés vis-à-vis de ces gros monstres. euh, Même si ah bah d'ailleurs, j'en oublie un. Apple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah si, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, c'est ça. Attends. Oh, autant pour moi. J'ai eu un petit bug à un moment donné, je me suis dit, attends, ça se trouve, j'ai oublié quelqu'un. Non, c'est bon. Euh, pour un peu que effectivement dans ces entreprises-là, on ait un petit pépin ou quoi que ce soit qui vraiment sortirait du cadre, oui, là ça peut faire beaucoup bouger, mais la probabilité pour qu'il y ait un petit pépin reste assez faible parce que généralement ils le disent en avance, euh, euh, la partie compte des résultats, ce n'est que pour officialiser quelque chose qui est déjà dit, hein. Euh, Par exemple, voilà, euh, là, imaginons que Nvidia publie un résultat qui est mauvais, mais ça fait 3 semaines qu'ils nous ont balancé une nouvelle puce, etc. Bon, bah voilà, ce compte de résultat est mauvais, c'est pas grave. Ils ont une nouvelle puce qu'ils ont annoncée il y a 3 semaines. Bon, bah on attend de voir le prochain compte de résultat. Il n'y a pas d'affolement, quoi. C'est pas comme si, voilà, ils ont tout investissement que Nvidia a pu faire dans le passé ont porté ses fruits, donc pas d'inquiétude. Voilà. Euh, 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 donc ces entreprises-là, on les surveille. On les surveille. Faut vous dire que on va faire un épisode sur la watchlist, sur ce que vous trouvez un peu à droite de mon écran, pour pouvoir vraiment réussir à utiliser tout cela et ben correctement, hein, tout simplement. Toute cette watchlist. Je suis en train de m'y perdre. Oui, ils sont là. Ok. Donc, ces entreprises, naturellement, on appelle ça, elles ont des secteurs d'activité. Elles sont orientées sur des secteurs d'activité. Une économie, au sens large, qu'elle soit américaine ou toute autre économie, a un secteur d'activité qui est propre, si on peut dire ça comme ça. On a le secteur technologique, ça vous pouvez prendre des notes. Premier secteur technologique. Le secteur technologique, ou même technologique, le secteur financier, le secteur discrétionnaire, je vais comme ça, discrétionnaire. Euh, on va retrouver
Également la partie industrielle, la partie communication, énergétique, secteur de la santé, consommation de base, santé, consommation de base et santé, consommation de base et utilitaire. Voilà, merci. Ok. Donc ça c'est. Alors il y en a d'autres des secteurs, hein. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que ça. Si on veut creuser, on peut même en chercher une petite vingtaine, un peu moins d'une vingtaine, une petite quinzaine plutôt, je dirais. Nous, on va se concentrer surtout sur les secteurs du coup les plus importants, les plus représentatifs de notre économie américaine. Étant donné que on comprend bien que ces ces sept entreprises ont un poids considérable dans le calcul de l'indice, euh, il faut être absolument, il faut qu'on arrive à mieux mesurer et ben, ce qui est important de ce qui n'est pas, enfin, ce qui est pas, tout est important, mais ce qui est le plus lourd, voilà, par rapport à ce qui est moins, voilà. Euh, euh, Prenons un exemple. Allons sur Trading View Heatmap. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Trading View Heatmap, c'est ni plus ni moins une map, comme son nom l'indique, avec sous forme avec des petits carrés qui représentent des entreprises. Et plus le carré est grand, et plus l'entreprise en question a un poids important dans le calcul du secteur et au-delà du secteur aussi dans l'indice boursier. Donc quand on regarde bien, toute la page que vous avez en face de vous, c'est le S&P 500. Ça, c'est le S&P 500. Dans cette énorme page de S&P 500, on a des catégories. Vous voyez, là, j'ai en bleu la technologie, le secteur de la technologie, celui qu'on vient de lister ensemble. Toujours pareil, la technologie, secteur de la technologie, mais plus orienté service. On a la finance, voilà, celui qu'on a santé, on a nommé. On a tout ce qui est santé, voilà, santé. On va Ouais, on va retrouver retail trade. Bon là, c'est tout ce qui est consommation de base. Ou ouais, consommation durable, discrétionnaire. Voilà. Donc l'énergie qu'on retrouve ici, la santé qu'on retrouve ici aussi. Là, c'est santé service. Là, c'est santé technologie. C'est la santé, mais bah, un qui est plus orienté tech et l'autre plus santé classique. Utilities, c'est service public. Utilities. Voilà. Euh, Donc on retrouve un peu tous ces différents secteurs que je vous ai donnés. Et notamment, quand on regarde sur ce graphique, quand on regarde la partie technologie, donc technologie c'est ce bloc-là et ce bloc-là, on voit bien qu'à ces deux blocs, hein, donc c'est la technologie, ça englobe la technologie, hein, on va tout englober, que ce soit technologie électronique ou technologie de service, on prend la technologie. Euh, on se rend compte que ce secteur, à lui tout seul, c'est 33%, 33% du S&P. C'est l'équivalent de 33% du S&P. C'est un seul secteur, hein, une économie composée d'une, moi j'en ai listé un peu moins d'une dizaine, mais un seul d'entre eux, c'est 33% du calcul du S&P. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est astronomique, c'est fulgurant. C'est un montant qui est vraiment très important. D'accord. À côté de ça, on a le secteur financier aussi, qui prend une part importante. Donc quand on prend le secteur service, pas service, technologique et financier, en fait, on a vraiment la moitié de l'indice, quoi. La moitié, plus de la moitié, 60%, 60%, 60% de l'indice boursier et
directement impacté par 2 secteurs. C'est énorme. C'est énorme. Et parmi ces secteurs-là, vous allez bien vous rendre compte que, au final, pour la partie technologie, le secteur qui prend 33% de l'indice boursier, eh ben, tu prends Meta, Google, Microsoft, Apple, Amazon, et ben voilà. À eux tout seuls, c'est plus de la moitié du secteur. De ce même secteur technologique. Donc il y a 50% du secteur technologique, c'est directement et littéralement 5 entreprises. Il y a 5 entreprises qui font la moitié du secteur technologique. Et le secteur technologique, c'est 33% de l'indice boursier S&P 500. Voilà, typiquement. Ça, c'est costaud. Ça, c'est costaud. Et quand on prend indépendamment, manuellement, Tesla, Amazon, Google, Microsoft, comme on a fait tout à l'heure, et quand on les combine, pareil, c'est à peu près, oui, c'est ça, 33% de l'indice boursier à eux tout seuls, hors secteur. Donc autant dire que en fait, tout se joue sur la partie technologie et financière, euh, surtout technologique. Technologique, financière, un peu de consommation, voilà, consommation de base, un peu de consommation de base, puis voilà, hein, discrétionnaire à la limite. Mais voilà, ça sera tout, ça sera tout. Tout se joue là-dessus. Même en disant les secteurs en soi, les secteurs eux-mêmes d'ailleurs sont peut-être pas forcément très représentatifs parce que ils sont tellement, comment je pourrais dire, euh, euh, ils ont tellement de poids dans le secteur que globalement, oui, on peut très bien acheter de la technologie, euh, le secteur technologique. Mais si Google et Microsoft, ils ont pas envie, ça va pas bouger, hein. Ou alors très peu, à moindre proportion. Donc ça, c'était pour vous puissiez en prendre conscience au niveau de la microéconomie. Vous voyez que globalement, nous, on va se concentrer dans notre quotidien, petit 1, sur le secteur technologique, voilà. Petit 2, secteur financier, et petit 3, un peu de consommation. Un peu de consommation avec Walmart et Amazon, hein, ou discrétionnaire. Discrétionnaire, consommation, technologie, financier. Voilà, c'est vraiment un peu les 4 grands secteurs dans lesquels on va se concentrer globalement. Ok? Oups, eh ben, ça vient de déconnecter. Ok. Donc, comme on a dit, hop, technologie, hein, c'est à peu près 33%, financier, on est à peu près du 20, ouais, 20%, 25%. Ouais, on va prendre du discrétionnaire, 5%. Après, voilà, on aura le reste. Donc, on a vraiment une partie. Ouais, c'est pas les pourcentages exacts, mais c'est pour avoir une ordre d'idée sur les secteurs. Les secteurs, ils ont des comportements qui sont typiques parce que les secteurs, on va pas investir. Les secteurs, ils vont comment je pourrais dire, vont, vont, il y en a qui vont, il y a des entreprises qui auront tendance à plus facilement performer dans certaines périodes et dans d'autres périodes plutôt à souffrir, qui sont beaucoup plus sensibles, hein. Euh, Notamment sur la partie, comment je pourrais dire, politique monétaire. Reprenons notre exemple de politique monétaire. Nous avons nos cycles économiques. Alors je vais essayer de le faire un peu plus grand, sinon hop, on va pas s'en sortir. Voilà, hop.
Hop, voilà, belle vague. Croissance, surchauffe, ralentissement, récession, croissance, surchauffe, ralentissement, récession, etc. La partie technologique, donc je vais la faire plutôt en rouge. La partie en rouge, c'est l'innovation. C'est l'innovation, c'est voilà, on a aujourd'hui l'immense majorité de l'innovation ne se fait plus par l'industrie. La révolution industrielle, on l'a passée. Aujourd'hui, l'immense majorité des révolutions se fait par le biais de la technologie. Donc c'est le secteur qui est porteur. Le secteur technologique, lui, étant donné que c'est là où se crée principalement la richesse, le secteur technologique, c'est lui qui aura tendance du coup à le plus croître dans les moments où tout va bien. Par contre, dans les moments où tout va mal, c'est lui qui va le plus sous-performer. Pourquoi? Parce que les entreprises technologiques ont tendance à être surendettées. Et le fait qu'elles soient surendettées, lorsque on est dans les périodes de politique monétaire restrictive qui nous amènent du coup à avoir des ralentissements, ces entreprises-là voient, étant donné qu'elles sont énormément endettées, leurs dettes coûtent d'un coup beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher d'innover avec les taux d'intérêt super élevés. Donc ça coûte beaucoup plus cher, moins d'innovation, beaucoup plus coûteuse, moins de marge, moins de ventes aussi, parce qu'on est en période restrictive, donc les gens ont moins de pouvoir d'achat, on va moins s'acheter d'iPhone tout neuf, etc. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons-là qui amènent du coup les entreprises du secteur technologique à bien performer quand tout est beau, quand tout est rose, que c'est là où la richesse se crée, et à l'inverse, lorsque tout va mal, c'est les premières à prendre sur le nez, à le prendre sur le nez. D'accord? On appelle ça un secteur offensif. On appelle ça un secteur offensif. Un secteur offensif, c'est un secteur qui a tendance à bien performer dans les périodes de politique monétaire accommodantes et à beaucoup souffrir dans les périodes de politique monétaire restrictive. Voilà. Pour diverses raisons. Les raisons que je vous ai citées. Ensuite, on va avoir le secteur financier. Le secteur financier, c'est la même chose. Voilà, vous prenez la même courbe rouge, c'est pareil. Pareil, ils ont tendance à énormément performer dans les périodes où tout est beau, tout est rose, tout est incroyable, parce que dans les périodes où effectivement la politique monétaire est très accommodante, c'est là où les créations de richesses se font, c'est là où les revenus augmentent, c'est là où les personnes c'est là où les personnes ont une capacité d'investissement qui est la plus importante. Donc tout ce qui est banque d'affaires, banque d'investissement, c'est là où on se frotte les mains sur toutes les frais pour les personnes qui souhaitent investir en bourse, etc. Par le biais de leur PEA, de leur compte titre, assurance vie, c'est là où les gens vont mettre énormément d'argent pendant ces périodes-là de croissance économique. Et donc, c'est ceux qui vont se frotter les mains, c'est beaucoup le milieu financier, forcément. Ils vont pouvoir facturer à fond des frais, par exemple. À l'inverse, dans les moments de ralentissement, de politique monétaire beaucoup plus restrictive, on a beaucoup moins de personnes qui ont d'argent, beaucoup moins de personnes qui ont les capacités d'investir. Et donc, il va falloir trouver des autres sources de revenus, peut-être essayer de se dépatouiller pour vendre quelques petites assurances, si on y arrive. Donc toujours un secteur offensif, le financier, qui donc du coup a tendance à bien performer dans les moments où ça va bien et de bien souffrir dans les moments où ça va mal. Ensuite, le discrétionnaire. Le discrétionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment tout ce qui est le secteur qui concerne un peu électroménager, micro-ondes, voitures, voilà, vraiment de la consommation qui dure. Voilà,
pas de la consommation de base comme s'alimenter, acheter des vêtements, acheter du papier toilette. Non, là on est plutôt sur des consommations qui va s'orienter beaucoup plus sur des produits qui durent. Ordinateur, par exemple. Enfin, ordinateur peut-être pas, mais voilà. Ce qu'on retrouve souvent sur Amazon, à la limite. Voilà. Aussi. Donc ça pareil, c'est un secteur qui souffre beaucoup parce que effectivement je ne peux pas je ne peux pas ne pas manger, hein, je ne peux pas à la limite euh, je ne peux pas ne pas manger, ça c'est sûr. Par contre je peux ne pas racheter un micro-ondes. Si mon micro-ondes tombe en panne, bon bah je suis au chômage, j'ai plus d'argent. La politique monétaire est très restrictive. Ils veulent absolument du chômage. Il se trouve que c'est tombé sur moi, du coup je suis au chômage. Hop, et bah il me faut, j'ai pas les moyens de racheter un micro-ondes, donc bon bah tant pis, c'est pas grave. Voilà. Euh, on peut s'en passer. Par contre, on peut pas se passer de manger. Donc discrétionnaire aussi, bah forcément ça évolue beaucoup le discrétionnaire avec le pouvoir d'achat. Voilà, je suis au chômage, je vais pas acheter une Tesla neuve. Il n'y a pas de règle, je peux, mais bon, va avoir une sacrée allocation chômage, hein. Bon, donc voilà, le discrétionnaire qui s'ouvre beaucoup par manque de pouvoir d'achat dans les moments restrictifs. Pour ça que c'est toujours un secteur offensif qui souffre beaucoup. Donc en fait, quand on regarde bien, là j'en ai cité trois de secteurs offensifs, technologiques, financiers, discrétionnaires, et ben il se trouve que c'est les trois plus gros secteurs du S&P 500. Donc autant dire que le S&P 500, lorsque la politique monétaire est accommodante, on est super content sur le S&P 500. Lorsque la politique monétaire est restrictive, on n'est vraiment pas content sur le S&P 500. Parce que on est vraiment focalisé sur à plus de 60% sur du secteur offensif à travers la technologie, le financier discrétionnaire. Et au-delà de ça, dans chacun de ces secteurs, il y a peu de la moitié du poids de ces secteurs qui repose sur cette boîte. Boum. Voilà. Enfin, sur cette boîte, sur 5 boîtes, pardon. Voilà. 5 boîtes, c'est celle qu'on retrouve ici, hein. Putain, mais pourquoi il me déconnecte? Apple, Nvidia, Google, Microsoft, Meta, allez, Amazon 5, Tesla 6, ouais, il manque le petit. Il est où? Je l'ai perdu. Moi, je l'ai perdu. Je cherchais le petit dernier, mais je l'ai perdu. Donc, le S&P 500, faut le voir à la fois comme un indice boursier américain qui représente l'économie américaine, mais qui représente aussi, et pas que, les secteurs financiers et technologiques, et qui représente aussi, mais pas que, cette entreprise. Voilà, on peut le voir de ces trois angles-là. C'est sous ces trois angles différents. Voilà. Donc généralement, généralement la partie politique monétaire va impacter beaucoup les secteurs. Enfin, va impacter plutôt, oui, les secteurs, donc le S&P 500, voilà, l'économie américaine, donc les secteurs, le S&P 500, donc les secteurs, et la macroéconomie va impacter plutôt les cycles de l'évolution, dans quel cycle nous dirigeons concrètement. Et ensuite, on a les entreprises individuelles là qui vont vraiment, euh, pour le coup, sont propres à elles-mêmes. Donc il y a vraiment, vous voyez, ces dimensions-là
politique monétaire, macroéconomie, microéconomie, et on retrouve un peu, tout est lié, hein. C'est pour ça que tout est lié, hein. Parce que en fait, c'est tellement lié. C'est pour ça qu'une analyse fondamentale, on prend ces trois composantes. Déjà, dans un premier temps, il y en a une quatrième et la partie géopolitique, mais pour ça qu'on prend vous comprenez maintenant pourquoi on prend ces trois composantes-là. Parce qu'en fait, elles sont liées. On pourrait presque se dire que la politique monétaire, que la macroéconomie et que la microéconomie, c'est presque une seule et même composante. Voilà. L'analyse fondamentale, on pourrait presque le grossir, le tableau, le schéma avec cela, parce qu'en soi, en fait, les deux sont liés. Je veux dire, euh, euh, le, le- si on a les entreprises qui décident, si on a Apple qui sort un nouvel iPhone révolutionnaire, tu peux avoir ton secteur technologique qui est en train de mourir avec une politique monétaire qui est pas cool et une guerre, ton marché il va monter. J'exagère, hein. Sur le terrain, c'est pas tout à fait ça, euh, mais j'exagère. Voilà, c'est de pouvoir. L'idée, ce que je veux essayer de communiquer à travers ce discours, c'est tout simplement que c'est de pouvoir bien réussir à bien prendre conscience qu'un indice boursier, c'est ça. C'est un indice boursier, c'est des secteurs, notamment ces trois secteurs. Et sur ces trois secteurs-là, c'est cette boîte. Voilà. C'est le message que je voulais envoyer. Ensuite, il y a des secteurs qui sont cycliques. Alors, les secteurs cycliques, paf, les secteurs cycliques, c'est des secteurs qui vont être, qui vont être, hop, 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 voilà. Les secteurs cycliques, c'est les secteurs dans les moments où tout est beau, tout est rose, lorsque c'est accommodant, ils vont pas énormément performer. Et à l'inverse, dans les moments où tout va mal, ils vont pas énormément sous-performer non plus. Ils vont être relativement stables, ces secteurs-là. C'est ce qu'on retrouve notamment à travers l'industriel, l'industrie. C'est ce qu'on retrouve également avec la communication et l'énergie. Voilà, c'est vraiment parce que pourquoi est-ce que ils sont beaucoup moins sensibles au cycle économique et boursier. Pourquoi ils sont beaucoup moins sensibles? Parce que ils sont très dépendants de la partie de la dimension internationale, que ça soit économie mondiale, mais ça peut être aussi géopolitique. Voilà. Géopolitique et économie mondiale. Donc vraiment international au sens large, si on veut résumer tout ça, c'est vraiment international. Ils sont très axés, ils sont très poussés, beaucoup plus sensibles à l'aspect international. Donc effectivement, aux États-Unis, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Même si c'est la première économie mondiale, eh ben, les États-Unis, c'est pas que le monde, c'est pas que voilà, il y a d'autres pays sur la planète. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi la Chine, il y a aussi l'Europe, il y a aussi voilà, il y a un certain nombre de pays. Euh, et donc, oui, ça va mal aux États-Unis, malheureux, malheureux, mais eh ben, dans le reste du monde, ça va bien. Donc oui, aux États-Unis ça va mal, donc oui, on descend. Oui, la première économie mondiale souffre, mais chez les voisins, globalement, ça a l'air de bien se passer. Euh, donc, je suis moins impacté par le ralentissement de l'économie américaine. J'ai moins de commandes des Américains, mais mes commandes européennes et asiatiques, elles restent globalement euh, inchangées. Voilà. Et à l'inverse, et à l'inverse, eh ben, lorsque les États-Unis vont surperformer à fond, ils vont bien repartir. L'économie mondiale, c'est pas les États-Unis, hein. L'économie mondiale, pour la faire démarrer, pour la faire avancer aussi vite que les États-Unis, il va falloir y aller, hein. Par exemple, en France, on a un petit peu de mal déjà à atteindre les 2% de croissance sur l'année. Ce serait déjà un miracle si on y arrive. Peut-être qu'on y arrivera un jour. Voilà, compliqué, hein. On peut pas tous aller à la même vitesse que les Américains. Donc voilà, pour ça aussi l'aspect dans les secteurs cycliques, lorsque l'économie américaine va bien, se porte bien, ces secteurs-là ont tendance à démarrer, oui, mais beaucoup plus timidement, mais solidement. Voilà, mais solidement.
généralement, quand ces valeurs-là vont dans un sens, quand le secteur va dans un sens, c'est rarement pour rien. C'est vraiment, ça reflète vraiment. Faut le voir un peu comme le corps, économie mondiale. J'exagère, mais c'est un peu ça. Ensuite, les 3 derniers secteurs, c'est la santé, la consommation de base et l'utilitaire. L'utilitaire, c'est les services publics, hein, au parallèle, au passage. Et eux, c'est plutôt l'inverse. C'est ah bah ça surperforme pas très bien. Et là, hop, ça va super. Ah bah là, ça va pas très bien. Hop, bah là, ça va super. Et bah là, ça va pas très bien. Hop, bah là, ça va super. Hop. Donc le secteur défensif, au contraire, euh, dans les moments de croissance, tout est beau, tout est rose, politique monétaire accommodante, euh, ce secteur-là croît beaucoup plus faiblement que tous les autres secteurs d'activité parce que globalement, la demande dans ce secteur-là reste globalement euh, inchangée en fait par rapport aux cycles. Elle reste très stable. Ça va être la partie santé. Bon, euh, qu'on ait beaucoup d'argent ou qu'on n'ait pas beaucoup d'argent, globalement, il faut soigner. Donc c'est soit j'ai les moyens et je me soigne, soit je n'ai pas les moyens, je fais un crédit et je me soigne. Voilà. Euh, à la fin, il faut soigner. Voilà. Euh, donc peut-être que c'est cet aspect-là où effectivement la croissance reste stable, elle reste limitée, la courbe de croissance reste faible. Donc effectivement, c'est des valeurs qui ont tendance à reste molles parce que la demande reste globalement stable. Comme pour la consommation de base, manger. Bon, alors oui, forcément, dans les périodes de croissance, à la limite, je peux me permettre d'acheter des morceaux de viande plus intéressants. Je peux me permettre de me faire 3 repas par jour complets, etc. J'ai plus de moyens, j'ai plus de revenus, j'ai plus de salaire. Et à l'inverse, dans les moments de politique monétaire restrictive, où on envoie tout le monde au chômage, ah bah là, bon, bah, je vais continuer tout de même à manger, mais bon, on va essayer de rogner bon, le dessert. Bon, le dessert, bon, si j'ai pas de dessert, c'est pas grave. Parce que voilà, un peu moins de pouvoir d'achat en moins. Si j'ai pas de dessert, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, dans mon budget mensuel, l'alimentation, ça restera normalement et hygiène la dépense qui sera le plus conservée, privilégiée, peu importe le temps, les périodes. Voilà. Ok. Donc l'économie américaine, les entreprises, les secteurs évoluent beaucoup de cette manière-là. D'accord? En blanc, c'est le cycle économique et boursier. Donc politique monétaire accommodante, restrictive, ralentissement, croissance, surchauffe, etc. En rouge, ce sont toutes les entreprises type technologique qui ont tendance du coup à leur sensibilité vis-à-vis de ce fameux cycle économique et boursier. Et après, on a la partie entreprise qui vont permettre de nous dire concrètement, eh ben, sur les marchés financiers, étant donné que on a beaucoup de euh, de cyclique et d'offensif, on a assez peu de défense hein, finalement. Et ben on va tout le temps chercher, même je peux enlever la partie cyclique, c'est beaucoup du coup d'offensif. On va tout le temps chercher à anticiper les choses.
C'est d'anticiper. Notre objectif, c'est d'anticiper. Il faut qu'on arrive à anticiper avant que le cycle économique commence à tomber. Il faut qu'on tombe, il faut vendre au moment avant que le cycle économique commence à tomber. Parce que au moment où il commencera à tomber, ça sera trop tard. On aura déjà passé le haut, le plus haut. Le plus haut aura déjà été préalablement atteint. Et à l'inverse, pareil, au plus bas. Ok? Donc ça, c'est deux notions qui sont importantes. La partie économique et boursier. Ça, on va y revenir, hein, d'accord avec ça. Ça, on va y revenir. C'était un premier jet. C'était un premier jet. Déjà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est de prendre conscience, déjà, de prendre conscience du poids des entreprises, des 7 magnifiques, de prendre conscience des secteurs qui existent, leur poids des secteurs, de prendre conscience de cela. Derrière, pour qu'on puisse faire un travail plus élaboré, ça sera sur d'autres chapitres. Ça sera sur les chapitres de watchlist. Là, on va commencer à taper dans dans l'analyse, l'interprétation. Ok. Là, on est ça c'est de l'analyse. Là, on est déjà en pause. On fait le cours sur cela, qui est important de bien connaître. Que je vous amène pas devant un graphique en se disant bon, allez, on va faire de l'analyse sur du secteur technologique et vous regardiez, me disiez pourquoi on fait de l'analyse sur du secteur technologique et pourquoi pas énergétique. Pourquoi pas? Quoique l'énergétique, voilà. Très bien, impeccable. Et bah parfait. Donc, Heatmap, S&P 500. Hein, on détaillera le Nasdaq, le Dow Jones, le Russell également par la suite. Déjà, ça c'est la base, c'est la référence. On maîtrise ça, on comprend ça. Ensuite, derrière, ça sera super facile et super rapide d'aller se multiplier sur les différentes classes d'actifs, matières premières, autres indices boursiers, etc. Mais sans la base, sans le socle, c'est difficile de faire le reste correctement. Bon, maintenant, on va se concentrer sur l'aspect. Maintenant qu'on a fait cette partie microéconomique et qu'on a bien pris conscience de cela, on va se pencher sur la partie géopolitique. 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 Donc sur l'aspect géopolitique, comment est-ce que ça fonctionne? L'aspect géopolitique, bah, géopolitique, paf, paf, si, NBC, surveillance. Hop. Alors, idéalement, au niveau de la géopolitique, on regarde la télé toute la journée. C'est ce qu'il y a de mieux. On se met des écouteurs et puis on écoute et puis au cas où Trump prend la parole, au cas où on a la Chambre des représentants qui décrète tant, au cas où, si, etc., etc. Bon, après ça, je peux comprendre, c'est que ça, c'est difficile à faire. Parce que moi, le premier, pendant que je suis en train de vous parler, je suis pas en train d'écouter. Et deuxième chose, pendant que l'immense majorité des personnes n'ont pas la possibilité de regarder la télévision toute la journée. Donc, dans ce cas-là, il y a une alternative vis-à-vis de ça. L'alternative, c'est le site Financial Juice. Financial Juice. Donc, le jus financier en français. Financial Juice. Le logo, c'est un cercle rond de couleur bleue, bleu ciel. Couleur bleue, Financial Juice, c'est complètement gratuit. Ça vous proposera notamment de vous inscrire. Alors, c'est gratuit. Et ça va avoir cette forme-là.
cette forme-là, où au-delà de la partie géopolitique, elle ne fait pas que géopolitique, d'ailleurs c'est un outil qui est super intéressant, qui est super utile à regarder, même au-delà de la géopolitique, aussi pour la microéconomie, pour la macroéconomie, pour tout ce qui est politique monétaire, et donc cette aussi fameuse géopolitique. C'est un site internet qui permet ni plus ni moins de répertorier sous forme de feed, comme son nom l'indique, les news en temps réel. Quand je dis en temps réel, c'est vraiment très impressionnant parce que c'est à la seconde. C'est vraiment, des fois, c'est bluffant. C'est très bluffant d'ailleurs, des fois. Donc on retrouve sur la partie gauche un calendrier économique, le même calendrier économique que vous avez à travers Training Economics. Au centre, le fameux feed, et à droite, une petite radio. Donc, ce qui est important de savoir, c'est à partir de 15h30, enfin à partir de 14h30 précisément, 14h30 jusqu'à ce que vous finissiez votre journée de trading, c'est de se garder cette petite fenêtre. Parce que des fois, vous voyez, hop, on est le 21 aujourd'hui, on va le mettre en français. Voilà, vous voyez, ça c'est de la géopolitique, vous voyez. C'est simple, c'est super, on a un exemple en temps réel. Trump, l'armée américaine prête à intervenir en Iran. Bon, très bien, ça on était déjà au courant. Trump sur l'Iran, nous sommes prêts à passer militairement. Bon, très bien. On était aussi au courant, ça fait 3 semaines que ça dure. Trump, nous avons attrapé un navire iranien hier avec des cadeaux de Chine. Je pensais avoir un accord avec Xi Jinping. Ok, donc là visiblement, on va vraiment concentrer notre attention sur les bannières rouges qui sont les plus importantes, où effectivement on voit que les tensions n'ont jamais réellement disparu en fait. On se dit bon, elles commencent à revenir, mais elles n'ont jamais réellement disparu. On a eu un cessez-le-feu qui s'est fait. Tout le monde s'est un peu calmé, mais ça fait depuis, vous verrez. Sur ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est ce que je suis en train de vous montrer à l'écran avec Trump, c'est comme ça depuis un petit peu tous les jours, depuis le cessez-le-feu. Depuis tous les jours, c'est très fragile. Un coup oui, un coup non, un coup non, voilà. Donc là, on est toujours, bon, rien de nouveau vis-à-vis de cette géopolitique. C'est toujours le même bazar. C'est que pour le moment, il y a un cessez-le-feu qui est là, qui fonctionne, mais qui est fragile. Et que voilà, on attend, on voit, qu'est-ce qu'on fait. Pour le moment, ça va bien, tout est beau, tout est rose, mais on reste attentif. Voilà, on reste attentif. Pareil, le pétrole arrive à bien descendre, arrive à bien dégonfler, ça c'est de bonnes nouvelles, mais voilà, on- on reste attentif. Le baril de pétrole, il n'est pas redescendu à 60 dollars. Il reste encore collé aux 85 dollars, pas très loin. Il a la barre des 100 dollars derrière lui qui est pas très très loin. Il s'éloigne pas trop. Il garde la barre des 100 dollars du baril de pétrole sous la main au cas où, faudrait y revenir en l'espace de 2 minutes. Hein. Au moins, le chemin à faire, il est pas très long. Mais on a dégonflé, parce que c'est bien, on a fait un cessez-le-feu, mais c'est fragile. Donc c'est un peu, vous voyez ce que je suis en train de vous dire, c'est un peu l'état d'esprit, la dynamique qu'il y a à peu près en ce moment sur cette partie géopolitique. Bon, ça de toute façon on peut pas le savoir, il faut simplement le vivre au quotidien, en regardant Financial Juice au quotidien, de repérer un peu ces nouvelles-là importantes, de prendre note. C'est ça qui, au fur et à mesure, vont nous permettre de bien MT down. Non. Non, pas du tout. Elle fonctionne très bien là, non? Ah, on m'envoie un message, la plateforme est morte. Salut, la plateforme ne fonctionne pas. Impossible d'acheter ou de vendre. Bah non. Bon. Paf, paf, paf. Excusez-moi, je vais répondre. Bonjour. Problème résolu. Pour l'interrogation. Hop, excusez-moi pour les 2 petites minutes. Donc voilà, on continue. Trump sur la prolongation du cessez-le-feu. Je ne veux pas faire ça. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment
c'est vraiment typiquement l'état d'esprit. Voilà, c'est typiquement la partie géopolitique que vous pouvez consulter ici. Euh, Au moins, en fait, vous avez l'information brute, brute. Voilà, vraiment l'information brute. C'est-à-dire que on ne peut pas. On va avoir, lorsque Jérôme Powell va prendre la parole pour avoir un certain discours, voilà, ça va être son discours, écrit mot pour mot, etc. Lorsque Apple va annoncer que ils vont faire un plan de licenciement, boum, ça sera affiché aussi. Donc c'est pas que pour la partie géopolitique, ça peut être aussi sur à peu près. En fait, c'est toutes les informations en temps réel, tout simplement. Voilà, qui concerne micro, macro, géo et politique monétaire. C'est toutes les informations en temps réel et gratuitement. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est intéressant. Ok. Le site pour la partie géopolitique, ce qui va être aussi intéressante, au-delà de Financial Juice, du coup, qui est ni plus ni moins un outil qui permet de consulter toutes les news, qu'elles soient de tout azimut. Ça, je vous conseille de regarder ça de 14h30 heure française jusqu'à la fin de votre journée. Et pourquoi 14h30 heure française? Parce que c'est à partir de là, généralement, qu'on commence la journée, qu'on commence la session. Vous pouvez le lire le matin. Si vous avez pour projet de travailler le matin, oui, vous pouvez lire le matin, aucun souci. Euh, Dans une journée type, j'ai envie de dire type, hein, j'ai envie de dire de session américaine type, euh, on va commencer dans un premier temps par lire euh, une, euh, un article. On va ensuite, une fois que cet article, les articles sont lus, on va se pencher sur Financial Juice et en parallèle, on commencera à préparer la partie technique. Voilà. Ok? Euh, Tac, tac, tac. Je suis en train de regarder. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai un peu oubliées? Donc, on récapitule. Et ben voilà. Walid, candidat au poste du président de la Fed. La Fed conserve ses prévisions plus longtemps qu'elle ne le devrait. Voilà. Bon, c'est comme je disais, Jérôme Powell, il risque de se faire remplacer. Là, vous allez peut-être que même certaines personnes qui m'écoutent sont en train de m'écouter. Jérôme Powell s'est déjà fait remplacer. Donc on ne sait pas encore exactement par qui, même si on le sait un peu. Voilà. Donc premier outil de la vidéo, Zone Bourse. Super intéressant, compte de résultats. On regarde du coup chiffre d'affaires, bénéfices, toute la liste que je vous ai donnée. On compare la courbe de progression. On compare la courbe de progression. Tac, tac, tac. On compare la courbe de progression. On va bien évidemment, à côté de cela, regarder tout ce qui est notre calendrier économique. Alors pas le calendrier économique sur Zone Bourse, consulter pardon les qu'on appelle ça les dates à laquelle les sociétés vont publier leurs résultats. Voilà. Deuxième outil intéressant à regarder du coup c'est le jus financier, Financial Juice. D'accord? Et ensuite, on est pas mal. On est pas mal. Donc l'analyse microéconomique, concrètement, il n'y a pas grand-chose, hein, si je vais être transparent avec vous, hein, parce que soit ce sont des nouvelles spontanées, Nvidia qui publie, qui annonce une nouvelle puce, ça peut être aussi voilà Apple qui va
annoncer un plan de licenciement, voilà. Donc des nouvelles qui sont spontanées comme ça qu'on retrouve à travers Financial Juice. Ou alors, deuxième possibilité concernant la microéconomie, c'est ni plus ni moins les comptes de résultats en eux-mêmes qui sont donc une fois par trimestre. D'accord? Donc ça sera tout pour la partie microéconomique. Donc on n'est pas, et sachant que on n'oublie pas, pendant les périodes de résultats, faites très attention, faites très attention, faites très très attention, parce que c'est vraiment vu que le S&P 500, les marchés américains et pas que sont très sensibles, l'économie mondiale au sens large est très sensible à ces boîtes-là. Quand eux ils toussent, ça tousse. Donc euh, pendant ces journées-là, à partir de 22 heures heure française, pendant ces périodes de résultats, vous fermez l'ordinateur, terminez, merci, au revoir. Vous y retournez le lendemain. Faut pas essayer de faire autre chose. Sinon, on y veut. Sinon, euh, euh, aller au casino, ça ira plus vite. Ça sera même plus amusant. Et sur la partie géopolitique, du coup, petit résumé, la partie géopolitique, on peut soit se documenter par le biais, tout simplement, euh, de documenter Le Figaro. Là, c'est de la presse. Il n'y a pas vraiment de guide vis-à-vis de ces géopolitiques. C'est de la presse, c'est de la culture G, voilà. Mais on va surtout, pour pouvoir mesurer de ce qui ne l'est pas, de ce qui est impactant de ce qui ne l'est pas, de ce que je dois prendre en compte de ce qui ne l'est pas. Financial Juice. Financial Juice. Là, ça sera marqué en rouge, surligné. Ça, c'est important. Au moins, ça évite les fake news. Ça évite les choses un peu plus manipulées aussi. Voilà. Ok? Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo. Prochaine vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être pour tout ce qui est analyse fondamentale. Là, on va faire une analyse fondamentale complète dans son intégralité. Voilà tout. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.